Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver en pleine forme pour ce premier numéro de votre émission Santé d'abord de cette nouvelle année. Santé, paix et succès dans vos activités et projets, tels sont nos vœux pour vous. Et pour rester en pleine forme toute l'année, une alimentation saine s'impose. Que ce soit alors pour les fritures, nos sauces ou salades, les huiles de consommation sont aujourd'hui incontournables dans la préparation de nos différents mets. Mais il est aussi important de savoir choisir la bonne qualité pour qu'elles ne deviennent un danger ou source de maladies pour nous. Quelle huile alors consommer? Comment les cuisiner? Comment les consommer et quelle est la quantité quotidienne indiquée pour chaque catégorie de personnes? Voici quelques-unes des questions que nous abordons ce soir avec notre invité du jour. Merci de rester en notre compagnie. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, je vous propose d'écouter quelques dames interrogées par Moussa dans la ville d'Atakwame. Quelle huile utilisent-elles pour leur friture et la cuisine? Nous écoutons leurs réponses. Azimi emizana, azimi anemi toya, nemi diamia, mi so tone nuke nuke, onka mi doline, ne bubloa, mi so donazo, mi so na mi bubloa so tona pavio. Na mi wa so dunwa, azimi komizana, egome ba me suboa, oba pena nami. Yenti mi lona azimi benyagbo. Dede nun dala nana danga mona dala nak 3 jours ge danyal na son 3 cartons par jour. Donc num ada jan na danyal na ko na da jan danyal na ka bede. Kirna ka fabaga dange bana bijam binde na dozu de faran na mala bida bidan do kutubu kon son jodo. Voilà planter le décor de cette émission. Et pour aborder le thème qui nous réunit ce soir, je partage ce plateau avec M. Mathieu Bonou Tobossi. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir madame, Comment bonsoir. Vous allez? Ça va bien, on rend grâce. Bonne année à vous. Merci, pareil à vous également, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la TVT. Merci beaucoup. Alors Monsieur Mathieu, vous êtes spécialiste en hygiène et qualité alimentaire. Oui, c'est bien cela et nous essayons de sensibiliser la population, de l'informer et de l'amener à adopter les bonnes pratiques alimentaires pour éviter les maladies d'origine alimentaire. Voilà. Vous convenez aussi avec moi que pour rester, je le disais à l'entame de cette émission, pour rester en pleine santé toute l'année, il faut une bonne alimentation s'impose. La santé se trouve dans nos plats, n'est-ce pas? Oui. Vous avez écouté les bonnes dames d'Atakwame parler d'azimi. Je suppose que c'est l'huile végétale qu'elles désirent, qu'elles appellent comme ça. Alors, vous pouvez nous citer quelques huiles que nous avons ici chez nous au Togo? Merci beaucoup, madame. Les huiles dont nous parlons ce soir, ce sont des liquides qui sont du groupe des lipides. Et elles sont constituées de 95 à 99% d'acides gras. Et ces acides gras, on en trouve de 3 catégories. Il y a les acides gras saturés, donc à risque. Les acides gras non saturés. À risque pour la santé, à risque pour la santé, oui. Les acides gras non saturés et puis les acides gras essentiels qui ne sont pas fabriqués par l'organisme mais qui sont apportés essentiellement par l'alimentation. Alors, le pourcentage de ces constituants en acides gras définit l'intérêt nutritionnel et puis la caractéristique physique de l'huile. Je m'explique. Lorsque nous prenons les huiles qui sont riches en acides gras saturés, c'est-à-dire à risque, ce sont des huiles qui sont proches du beurre. Alors, on va citer quand même ces huiles comme ça. On va se retrouver dans celles qui sont proches du beurre, celles qui sont saturées, celles qui ne sont pas saturées. Voilà. Ces huiles qui sont proches du beurre, nous avons par exemple le beurre de karité. Nous avons l'huile de noix de palme, qu'on appelle l'huile rouge chez nous. Amidien. Voilà, amidien. Lorsqu'on la laisse à température un peu plus froide, elle commence par durcir. Voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup d'acides gras saturés dedans. Et certaines personnes aiment consommer ça. Et quand elles veulent manger du verri, du niébé, elles demandent qu'on leur mette le eba, de l'huile. C'est très dangereux. Lorsque l'huile est riche en acides gras insaturés,
elle est beaucoup plus fluide. Et même à 15 degrés, elle est toujours fluide. Nous avons l'huile d'olive, l'huile de soja, l'huile d'arachide, l'huile de sésame et d'autres huiles qui sont des huiles riches en acides gras et insaturés. Ces huiles que nous avons citées, au Togo ici nous avons beaucoup plus l'huile de palme, donc de noix de palme, l'huile rouge, nous avons l'huile d'arachide, nous avons l'huile de soja, nous avons l'huile de coton au Togo, nous avons l'huile de coton. L'huile de coton, c'est celle produite par la société Nioto. Nioto produit l'huile de coton. Nous avons aussi l'huile de coco. Voilà, ce sont les huiles qui sont beaucoup plus sur le marché. Yovonemi. Dans le reportage tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé d'huile d'arachide. Elle a dit azimi, huile d'arachide, huile d'arachide. Je vais, si vous le permettez, dévoiler aujourd'hui ce qu'elles appellent huile d'arachide, qui n'en est pas en réalité une. C'est de l'huile rouge raffinée. Ce qu'elles appellent huile d'arachide azimi, qui est sur le marché, qui sont dans les gros bidons de 25 litres jaunes et que d'autres redistribuent. C'est de l'huile rouge qu'on va raffiner et colorer, enrichir à nouveau et ramener, nous vendre, et nos dames pensent que c'est de l'huile d'arachide. Le raffinage même consiste en quoi? Ça consiste à chauffer l'huile jusqu'à au moins 200 degrés. Donc on prend l'huile rouge, on la chauffe jusqu'à 200 degrés. Après, on y ajoute un solvant qu'on appelle l'hexane, qui est dérivé du pétrole. Après ce solvant-là, on ajoute maintenant la soude caustique et l'acide phosphorique, qui sont aussi des substances toxiques. Et à la fin, on ajoute maintenant les additifs, les conservateurs, les colorants, les exhausteurs de goût et tout ce qu'il faut pour que cette huile-là puisse attirer le consommateur, et celui qui va au marché pour l'acheter. Il y a tout ça là qu'on ajoute à l'huile et ça devient de l'huile raffinée, colorée. D'autres l'enrichissent, c'est-à-dire ils ajoutent de la vitamine A synthétique, de la vitamine C, de la vitamine E, et on parle d'huile enrichie. Attention, ce sont des huiles raffinées avec leurs risques pour la santé. L'autre dame a dit qu'elle réutilise son huile. Elle fait au moins 3 cartons de poisson par jour et qu'après elle réutilise cette huile-là pour faire de la sauce. Ce sont des pratiques à déconseiller sur le plan nutritionnel. Cette huile, une huile qui a été chauffée déjà jusqu'à 100 degrés et qui a subi cette température-là pendant un temps donné, dans cette huile dans laquelle on a mis des morceaux de viande, de poisson et d'autres choses, elle est déjà dénaturée sur le plan nutritionnel. Nous, on n'en a plus besoin. Donc, à la fin, cette huile-là doit être détruite, doit être jetée. Mais nos dames filtrent ça et elles vont encore utiliser ça pour préparer la sauce. Ou bien vous allez voir d'autres qui font du gaou ou bien de la galette, voilà, qui vont utiliser la même huile du lundi au dimanche. Et on ne fait que passer le gaou dedans, le colico dedans, les trucs dedans, et le consommateur, lui, vient, il va penser que c'est l'huile du jour. Et il achète la denrée, il va consommer, il va accumuler au quotidien, pendant des mois, des années, ces acides gras saturés qui vont lui causer des problèmes de santé. Nous reviendrons plus en détail au cours de cette émission sur les conséquences justement que ces huiles ou ces graisses saturées peuvent avoir sur notre santé. Mais dites-nous d'abord, Monsieur Mathieu, pourquoi alors interdire de consommer plus d'huile quand on sait qu'elle est très importante pour l'organisme? L'huile fournit à l'organisme principalement 2 choses. Il y a l'énergie, la calorie. Lorsque nous prenons les macronutriments, les glucides, c'est-à-dire manioc, igname, pommes de terre et autres. Nous prenons les protéines, œufs, viande, poisson et autres. Et puis, les lipides. Nous avons les lipides qui fournissent plus d'énergie que les autres, à quantité égale. Lorsqu'on prend 100 grammes de lipides, elles fournissent jusqu'à 9 kilocalories. Là où les protéines et
les glucides fournissent seulement 4. Donc, les corps gras sont les premiers pourvoyeurs d'énergie pour l'organisme. Donc, c'est pourquoi on recommande d'en consommer. Seulement qu'il faut savoir en consommer. Deuxième chose, il y a l'autre constituant des huiles qu'on appelle les constituants mineurs qui font les vitamines. Vitamine A, vitamine B, C, E, D et K. Qu'on trouve généralement dans la plupart des huiles. Ce sont des constituants qui, même si c'est à presque 1%, ce sont des constituants qui permettent à l'organisme soit d'améliorer la vision nocturne, donc pour la vitamine A, soit de résister aux infections et donc d'avoir une immunité beaucoup plus solide. La vitamine C joue ce rôle-là. La vitamine D, elle va intervenir dans la constitution ou bien le maintien des os et des dents. La vitamine K, elle va s'opposer au saignement exagéré. Alors lorsque tout ça là est réuni, en plus de l'énergie que les lipides apportent à l'organisme, on ne peut pas se passer de l'utilisation des huiles. Mais c'est le mauvais usage qui pose problème. D'accord. Alors, Monsieur Mathieu, y a-t-il une huile spécifique à consommer pour rester en bonne santé? Il n'y a pas d'huile spécifique, mais il y a des huiles, il y a des caractéristiques qu'il faut rechercher lorsque nous voulons faire le choix de nos huiles. Pouvez-vous nous citer ces caractéristiques? Il faut chercher une huile qui ne contient pas beaucoup d'acides gras saturés. On va les voir au cours du développement. Il faut chercher une huile qui supporte plus le chauffage. Il y a des huiles qui n'en supportent pas, il y a d'autres qui les supportent. Il faut chercher une huile qui est facilement conservable. Parce que chez nous, dans nos contrées, beaucoup de personnes n'ont pas de réfrigérateur ni de frigo. Mais on demande de garder les huiles au frigo pour une conservation de 3 à 6 mois. Au bout de 6 mois, toute huile est déjà pratiquement périssable. Donc, il faut ces caractéristiques-là qu'il faut rechercher lorsque nous voulons prendre de l'huile. Et si nous allons prendre par exemple l'huile d'arachide, elle a seulement entre 15 et 20% d'acides gras à risque. L'huile d'arachide. C'est une bonne huile à consommer. C'est une bonne huile à consommer. L'huile d'arachide qu'on fait avec coulis. Avec coulis. D'accord. Pressée à froid. À froid. C'est encore une huile qui ne durcit pas, même si la température environnementale baisse. Donc jusqu'à 15 degrés, elle est toujours fluide. C'est une huile qui supporte aussi le chauffage, parce qu'elle va jusqu'à plus de 200 degrés comme point de fumée. C'est une huile qu'on peut conserver même sans frigo. Pareil pour l'huile de soja. Et quand nous prenons l'huile de noix de palme ou amidien, c'est une huile qui est très riche en acides gras saturés à risque. Elle a jusqu'à 50% d'acides gras saturés. Pareil pour l'huile de palmiste, Nepimi, qui est issue du noyau de la noix de palme. Lorsque nous prenons l'huile de coco, c'est aussi une huile à risque. Parce qu'elle contient jusqu'à 90%. Le vonémi qui sent bon là. Le vonémi qui sent très bon, qui est très clair, transparente. C'est une huile à risque parce qu'elle contient beaucoup d'acides gras saturés. Donc, si on veut utiliser cette huile-là, par exemple, ça va être pour la cosmétologie, ça va être juste pour la salade, pour quelques gouttes sur votre aliment à table, mais pas apporter au feu, pas plusieurs cuillères pour faire la sauce et autres. Attention, il faut savoir faire les choix de nos huiles. Alors, Monsieur Mathieu, comment cuisiner justement ces huiles pour qu'elles gardent toutes leurs valeurs nutritives? Alors, la conservation des valeurs nutritives, c'est dans le mode de cuisson tel que vous le demandez. Lorsque vous faites par exemple de la sauce, on a l'habitude de faire pleurer les condiments. C'est-à-dire quoi? On met la casserole au feu, on met l'huile. Elle se chauffe d'abord. L'huile s'échauffe, on laisse l'huile s'échauffer avec la casserole, ce qui n'est pas la meilleure pratique. On devait laisser la casserole s'échauffer pendant 3 à 5 minutes avant d'y mettre l'huile
et en même temps les condiments. Mais on met la casserole, en même temps on met l'huile et l'huile s'échauffe. On est déjà en train de détruire les principes nutritionnels. Et puis après maintenant, on vient, la tomate, l'oignon, tout ce qu'il y a comme ingrédients culinaires qu'on a bien apprêtés, qui sont riches en nutriments et autres, on vient maintenant les faire frire dans cette huile déjà chauffée. Ça fait que quand vous mettez ces condiments-là, les condiments pleurent. On a un bruit qui annonce à tout l'environnement et l'environ qu'on est en train de faire la sauce, on est en train de préparer, on est en train de détruire ce que nous voulons consommer après. Et on n'a que de la fibre à la fin, à table. On consomme de la fibre, on pense qu'on est en train de consommer le bon repas duquel on voudrait tirer de bons nutriments. Donc, si vous voulez faire de la cuisson, il ne faut pas que l'huile s'échauffe avec la casserole. Si je veux préparer sauce tomate par exemple. Il faut que l'huile, la casserole d'abord soit chauffée, ou bien la marmite soit chauffée, avant que vous y mettiez votre huile et maintenant vos condiments. Et au fur et à mesure, l'huile et les condiments vont prendre la température. La même température. La même température ensemble. Il ne faut pas préchauffer l'huile et puis après maintenant amener les condiments. Vous allez voir, il y a une bonne pratique que nos femmes utilisent. Par exemple, pour la peau à demain, elles vont préparer à demain et c'est à la fin, peut-être 1 minute avant de descendre ça du feu, qu'on vient mettre l'huile. Ou bien d'autres femmes même mettent l'huile une fois que la sauce est ôtée du feu. Voilà. C'est la meilleure pratique pour l'utilisation de l'huile. Il ne faut pas chauffer, il ne faut pas prendre l'habitude de chauffer les huiles. D'accord. Donc nous préparons tomates, on met tous les condiments. Quand c'est prêt, on met maintenant l'huile. Oui. Peut-être après 1 minute, on ôte du feu. Voilà. Là, c'est la meilleure façon de conserver ou bien de tirer les principes nutritionnels de l'alimentation. Quand on va à l'hôpital, on a des problèmes de vue et autres, on nous recommande de consommer beaucoup d'huile rouge pour avoir de la vitamine A et autres. Mais comment est-ce que cette huile rouge-là est consommée? Justement, chez nous ici, nous aimons l'huile rouge et tout. Mais aujourd'hui, si vous nous dites que l'huile rouge est une huile saturée, comment peut-on la cuisiner? Comment peut-on la cuisiner pour qu'elle nous apporte quand même quelques nutriments? On peut quand même, on peut pas éviter. On peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer dans notre alimentation. Comment quand même cuisiner cette huile pour qu'elle soit moins nocive pour notre santé, Monsieur Mathieu? Oui. Tel que je l'ai dit tantôt, il ne faut pas la faire chauffer longtemps. On peut faire frire du poisson dedans. On peut faire frire de la viande dedans. On peut faire du gaou, tout ce qu'on veut dedans. Mais on ne va pas prendre cette même huile-là et faire la sauce avec. L'huile qui a servi à frire ne servira plus à faire la sauce, tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. L'huile qui a servi à frire ne servira plus à faire la sauce. Cette huile que nous voulons utiliser, l'huile neuve que nous voulons utiliser pour la sauce, elle ne va pas subir le chauffage dans la casserole avant qu'on y mette les ingrédients, les condiments. Donc, il faut ces petites astuces-là pour qu'on puisse profiter vraiment des huiles que nous consommons. D'accord. La cuisiner ainsi, elle sera alors moins nocive pour notre santé. Si. D'accord. Voilà. Nous abordons le deuxième sujet de ce soir. Aujourd'hui, il y a plusieurs variétés d'huiles de consommation sur nos marchés. Chacun est libre dans le choix qu'il opère. Mais il y a aussi certaines raisons qui motivent ces choix. Certains citoyens ont accepté de partager justement ces raisons qui déterminent leur choix avec nous. Écoutons-les. Quant à moi, de ma propre maison, j'utilise l'huile de karité. Je suis né du village. Donc la vieille, elle prépare l'huile de karité. Ça avec ça, elle fait du beignet. Donc ça avec ça, tout le monde doit il faut consommer ce qui est de ta propre maison. Je suis de l'Afrique, donc je dois consommer ce qui est préparé de l'Afrique. L'huile de karité est préparée de mon propre village, de ma propre maison. Donc l'huile de karité, si je le consomme, je me réveille en bonne santé, comme il le faut. C'est pas moyen de boire par exemple, on a dit aussi 3 millions d'euros. Donc, on préfère venir sorte de balser à quoi 8 vidéos de volume de boire pour un chambre de recoyer. Et gantier, mais quel est là de moyen, galant au gommene, qui m'a dit à l'union. Un union de doigt à dire on a
Bon, on affectionne les huiles comme les huiles de tournesol ou bien faites à base de maïs. Mais les huiles originales comme celles qui sont faites à base de l'arachide sont les plus préférées, sont les plus prisées, j'avoue. J'adore cette huile-là. Et cette huile me semble plus naturelle et plus bio. Le reste des huiles, on ne sait pas comment elles sont produites. Par contre, cette huile, elle est produite localement et comme j'adore le kloukloui, voilà, quand je prends cette huile, c'est comme si je suis en train de croquer mon kloukloui, quoi, natal. Et moi, je préfère l'huile de karité, puisque c'est une huile naturelle qui ne rentre pas à l'usine, c'est naturel. Et puis même pour le corps, c'est très bon aussi, l'huile de karité. Nous avons une production de lac méthode. Nous avons un village là-bas. Et nous avons un ennemi sauvant. Kudo amidien. Bon, ennemi kudo amidien, misane. Les misans concernant santé B côté misana amidien kudo yovonemia. Par exemple, l'huile rouge, c'est vitamine B. Ça nous donne la vitamine B, surtout l'huile rouge. Huile de palmiste, ça nous donne beaucoup de choses sur la santé. Les bonnes dames font l'huile rouge, l'huile de palmier et l'huile d'arachide. C'est ça qu'on aime. L'huile de karité aussi, c'est efficace. Là, ça, c'est le plus spécial. C'est bon pour la santé aussi. Ouais, c'est ce que nous aimons. Alors, Monsieur Mathieu, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez écouté les uns et les autres réactions? On a vu de par ce reportage qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà la différence entre les huiles et les bienfaits de chaque type d'huile. Alors, il y a une dame qui a parlé de l'huile de kloukloui, l'huile de qualité d'arachide, qu'elle adore. Une autre personne a parlé de l'huile de palme. Et une autre qui donnerait la vitamine B. Voilà. Une autre personne a parlé du pouvoir d'achat. Il faut reconnaître que le pouvoir d'achat fait que vous pouvez être bien conscient de ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous, mais passer à côté. Ça, c'est le point fort de la précarité. Vous êtes bien conscient que tel acte que vous voulez poser va vous conduire à tel port. Mais par manque de moyens, faites avec le moyen de bord. Les gens font le choix de certaines huiles, pas parce qu'elles n'ont pas conscience du dégât, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens. Celui qui a parlé de l'huile rouge, qui est une huile qu'il adore et on utilise au village et autres, je suis d'accord avec lui qu'au village, c'est cette huile-là qui est plus utilisée et nos aïeux les ont utilisées jusqu'à présent sans avoir trop de problèmes. Pourquoi est-ce que, comparativement à ceux qui sont en ville et ceux qui sont au village, la même huile pose problème en ville? Le mode de vie au village n'est pas le même que celui en ville. Celui qui mange son huile au village, vous n'allez pas voir nos parents en campagne puis prendre le bidon et verser l'huile dans le repas. C'est dosé avec des cuillères. Mais en ville, on prend le bidon, on met ça sur le repas, on met ça dans la casserole pour pouvoir faire le feu. On dose la quantité d'huile. Secondo, lorsque cette huile est consommée, les éventuels dépôts de cholestérol et autres qui vont rester dans l'organisme, le matin déjà, celui qui est à la campagne va faire des kilomètres pour aller au champ, des kilomètres pour aller au marigot, des kilomètres pour aller à la pêche, pour aller à la chasse, pour aller au marché. Et donc, on va marcher, on va brûler les graisses, on va brûler l'énergie, on va suer, on va faire sortir cette toxine-là. Le soir, c'est le même phénomène encore, on revient à la maison. Et au cours de la journée, pour ceux qui sont au champ et autres, ils vont manger les fruits et les légumes de saison.
qui vont les aider toujours à se détoxifier. Combien de citadins en ville consomment les fruits et les légumes par jour? Combien font 1 kilomètre de marche par jour? On se lève le matin, on se lave. D'abord, la douche est à 1 mètre du lit, donc douche interne, on se lave. On quitte. On va au garage qui est à 2 mètres. La moto ou la voiture est là. On l'enfourche. Et puis, si c'est la voiture, on met le clim et on vient au bureau. On s'assoit derrière son bureau. On reste là, assis, du matin jusqu'à midi. On sort, on va manger de n'importe quoi. On prend une boisson glacée ou une boisson alcoolisée. On ajoute ça sur le repas. Et le repas lipidique qui a été pris se solidifie. On a une dénaturation aussi des enzymes digestives, des sucs gastriques, pancréatiques et autres. Et la digestion est hypothéquée. Et on accumule des toxines, on les accumule. Et la finalité, ce sont des maladies de civilisation que nous développons. Et on pense que c'est un parent ou bien un malfaiteur qui est en train de nous faire du tort, alors que c'est nous-mêmes qui nous sommes fait du tort. Donc, le mode de vie fait que la même huile est indexée en ville, mais est préférée de l'autre côté. Voilà. Il y a 2 intervenants aussi qui ont parlé de l'huile de karité. Oui. L'huile de karité qui est vraiment consommée dans le nord du pays. Oui. C'est l'huile de karité qui est consommée. Qu'en est-il de cette huile? L'huile de karité est riche en acides gras saturés. Donc, attention aussi. L'huile de karité est riche en acides gras saturés. C'est pourquoi elle se met rapidement en beurre. Pourquoi elle se met rapidement en beurre? Donc, il faut savoir aussi la consommer. Ce n'est pas parce que c'est une huile blanche, c'est joli à voir. C'est produit naturel. L'attirance trompe. L'habit ne fait pas le moine en matière d'alimentation. Ça trompe très facilement. J'ai parlé tout à l'heure de l'huile de noix de coco, qui est très jolie, qui sent très bon, mais qui est très limpide. Très limpide, mais qui pose problème sur le plan santé. Voilà, santé. Donc, le beurre de karité aussi, c'est pareil. C'est pourquoi, de l'autre côté, les gens préfèrent utiliser ces huiles-là pour la cosmétologie. Ce n'est pas pour la consommation que ces huiles-là sont destinées. Mais si on veut en utiliser quelques cuillères, pas tel que nous le voyons et on en prend une grande quantité, non. Mais si vous en prenez et que vous y êtes habitué, il faut avoir de l'activité physique régulière pour brûler les graisses, pour brûler les énergies accumulées, pour suer, pour faire sortir toutes ces toxines-là de votre organisme au lieu de les accumuler tout au long de l'année et vite vieillir et devenir des malades, des charges pour vos proches. Mais on voit les dames qui l'utilisent plusieurs fois dans la semaine, dans la même huile. On finit de l'utiliser aujourd'hui. On filtre, on dépose. Demain, c'est encore elle qui va au feu. On filtre, on dépose. Jusqu'au moment où, si l'huile même ne commence pas par mousser, pas sentir, ou bien pas dégager de la fumée, on ne la laisse pas tomber. Donc on veut tirer tout le profit de la seule huile qu'on a commencé par utiliser du lundi jusqu'à vendredi. Ce qui est dangereux. Très, très dangereux. Alors, Monsieur Mathieu, qu'est-ce que l'huile devient une fois dans l'organisme? Les lipides, les corps gras, lorsque ils sont consommés du moins, au niveau de l'intestin, il y a une digestion qui commence. Donc, c'est digéré en monoglycérides et en acide gras libre. Monoglycérides. En monoglycérides et en acide gras libre. C'est l'enzyme qu'on appelle la lipase qui joue ce rôle-là au niveau de l'estomac. Donc la lipase gastrique et aussi la lipase pancréatique, il y a une enzyme du pancréas qui remonte aussi au niveau de l'estomac, qui aide l'enzyme de l'estomac à digérer les lipides. Quand ça va quitter là, ça ira maintenant au niveau intestinal, où ça sera solubilisé par l'activité des enzymes qu'il y a au niveau de l'intestin. Et là, on aura la bile du foie qui va être déversée sur ces lipides-là. Et maintenant, on va avoir le transit qui ira au niveau des villosités intestinales. Et ça va passer maintenant au niveau du sang
pour rejoindre le circuit qui lui est destiné. Voilà le circuit normal des huiles dans l'organisme. Et à quel moment cette huile devient de la graisse saturée dans l'organisme? Qu'est-ce qui peut occasionner cela? Alors, devenir de la graisse saturée dans l'organisme, déjà, presque toutes les huiles contiennent de la graisse saturée, donc du corps gras saturé. Mais... Non, je parle de celles qui sont légères, celles qui ne sont pas saturées à la consommation. Il y en a, vous avez dit, qui sont moins saturées. On a parlé de l'huile d'arachide, l'huile de sésame, l'huile de soja. Quelqu'un qui consomme ces huiles que je viens de citer, une fois dans l'organisme, ces huiles peuvent aussi devenir de la graisse saturée. Qu'est-ce qui peut occasionner cela? La combinaison que nous faisons à table, lorsque nous mangeons, il faut vraiment y veiller. On suppose qu'on vous fait une sauce qui contient de lipides, ou bien il y a de la viande avec de la graisse dans votre repas, de la viande de porc, de la viande de mouton dans votre repas, et peut-être au cours du repas, ou bien juste après le repas, vous envoyez de l'eau fraîche, ou bien de la boisson fraîche, ou bien de la boisson alcoolisée, au fur et à mesure que vous êtes en train de manger. Vous dénaturez les glucides, les lipides, les protéines, vous dénaturez les enzymes et les sucres digestifs qui vont s'occuper de leur métabolisme. Vous les dénaturez. Et donc, la bonne huile que vous avez consommée ne vous fournira plus ce que vous étiez en train d'estimer d'elle. Ça va vous fournir des principes ou bien des matières de mauvaise qualité. Parce que pendant l'alimentation, pendant la digestion, vous avez démobilisé les sucs gastriques, les sucs pancréatiques, la bile, vous avez dénaturé leur température et la digestion en elle-même est hypothéquée. Mais il faut savoir manger à table, il faut savoir faire les combinaisons alimentaires à table. Vous pouvez disposer de très bons ingrédients, mais pendant l'alimentation, vous allez détruire le processus et avoir des corps gras saturés dans l'organisme. D'accord, Monsieur Mathieu. Les huiles de consommation, lorsqu'elles sont mal choisies, peuvent se révéler néfastes ou être un danger pour notre santé. Elles peuvent être à l'origine de plusieurs maladies. C'est l'information que nous apporte l'équipe de Santé d'abord dans ce troisième sujet. Les huiles, c'est bien, mais ça a des conséquences sur la santé, surtout le cholestérol. Ça donne par exemple la tension artérielle, ça donne beaucoup de maladies, surtout les huiles. Puis ce n'est pas n'importe quelle huile quand même. Par exemple, les huiles que nous prenons dans les boutiques, c'est que nous prenons les huiles n'importe où, là, surtout pour ça agit sur la santé, surtout le cholestérol. C'est trop. Si c'est trop haut, ça nous donne la tension artérielle. Merci beaucoup. Bon, à mon avis, l'homme a quand même besoin de consommer l'huile, mais il faut savoir le faire parce que trop d'huile dans l'organisme est très mauvais pour la santé. Et ces huiles que nous utilisons comme par exemple l'huile rouge, elles sont parfois saturées. Les huiles nous produisent des choses quand même nuisibles à notre santé comme le mauvais cholestérol et ça peut conduire jusqu'au diabète et beaucoup de choses qu'on connaît. Monsieur Mathieu, vous avez suivi avec moi l'élément qui vient de passer. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Oui, le reportage a bien fait ressortir quelques conséquences de ces huiles-là. Certains ont parlé d'hypertension artérielle, d'autres ont parlé de cholestérol, de mauvais cholestérol et autres. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. Ça veut dire que les gens sont bien informés. Les gens sont informés, sont bien informés. Bien informés, mais c'est le pouvoir d'achat qui fait qu'on choisit n'importe quoi. Alors, lorsque nous prenons les acides gras saturés que nous sommes en train d'indexer, une fois dans l'organisme, leur finalité, c'est de se déposer
dans les vaisseaux sanguins, de surcharger le cœur en graisse, de surcharger le foie en graisse. On va avoir pour conséquence la production de mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL, le cholestérol de basse densité. Ce cholestérol-là est artériogène, c'est-à-dire qu'il va endommager les vaisseaux sanguins. Il est thrombogène, il va provoquer du thrombus ou bien du bouchon ou bien des caillots au niveau de la circulation sanguine. Il est hypercholestérolémien, donc on va avoir beaucoup plus de cholestérol de mauvaise qualité dans et sur nos organes. Et en finalité, on va avoir le syndrome métabolique qui fait l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'obésité, la dyslipidémie et beaucoup d'autres choses qui vont survenir. Nous avons certaines personnes qui vont jusqu'à avoir les AVC. Les accidents vasculaires cérébraux. Voilà, qui sont de deux ordres. On a les accidents vasculaires ischémiques, les accidents vasculaires hémorragiques. Alors, dans notre cas ici, ce sont les accidents vasculaires ischémiques qui sont dus à un blocage du passage du sang, peut-être par réduction de la lumière interne des vaisseaux. Ça veut dire que la graisse va former un dépôt. Bien sûr, un dépôt solide qui va tapisser la lumière interne des vaisseaux et donc réduire le passage du sang. Et donc, le cœur, lui, va penser que c'est le sang qui ne circule pas bien, alors que c'est le passage même qui est obstrué. Donc, il va forcer. Le cœur va forcer l'envoi du sang. La pression va augmenter. On va commencer par parler d'hypertension artérielle. Vous allez prendre le muscle cardiaque même qui sera surchargé de graisse et des maladies du muscle cardiaque, du myocarde, vont commencer par être constatées. Nous prenons le foie, il y a jusqu'à 5% des tissus, bien des cellules du foie qui se retrouvent infiltrées par la même graisse-là, la même mauvaise graisse. On va parler de stéatose. Et lorsque ça conduit jusqu'à l'inflammation du foie, on va voir la NASH, une maladie qu'on appelle la NASH, qui peut emporter le malade si rien n'est fait. Parce que le foie est un organe central du corps humain. Lorsqu'il est perturbé, les fonctions qu'il joue sont de très grandes fonctions. Et une fois que ces fonctions sont perturbées, le sujet est programmé vers une chute, vers une fin. Donc, presque tous les organes sont touchés. Donc, il y a le cerveau qui va être touché par l'AVC, il y a le cœur qui va être touché, les vaisseaux qui vont être touchés, le foie qui va être touché, les reins peuvent même aussi être touchés. Puisque le foie ne travaille pas bien, le foie ne filtre pas bien. Les reins aussi peuvent être touchés. Nous voyons des hommes qui sont presque enceintes, où c'est le gros ventre. On pense que c'est le ventre administratif, on pense que c'est parce que madame prépare bien, ou bien si c'est la femme qui a ce gros ventre. C'est le monsieur qui prend bien soin d'elle. Alors que ce n'est pas ça. Tout gros ventre qui n'est pas adapté à votre corpulence physique, à votre taille et à votre poids, donc à votre IMC, est un ventre à risque. Comment cela devait nous interpeller, cela devait nous inquiéter plutôt. Chaque trimestre, nous devons vérifier notre poids, vérifier notre tour de taille. Alors on va mesurer le volume du ventre qu'on calcule par rapport à la taille, par rapport au poids, et on va définir si vous êtes à risque pour telle maladie. Mais nous ne le faisons pas. On n'est pas habitué à se rendre à l'hôpital, à aller voir les spécialistes quand on est en bonne santé. On attend d'abord de tomber malade et de courir. Souvent, c'est trop tard. Monsieur Mathieu, dites-nous, sûrement qu'il y a aussi des huiles chauffables et des huiles non chauffables. Est-ce que vous pouvez nous situer là-dessus? Oui. Lorsque nous prenons les huiles qui sont bien riches en bons acides gras, telles que l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de sésame et autres, il y a des températures qui sont autorisées. Lorsque vous dépassez cette température-là, vous dénaturez ces huiles-là. Si je prends l'huile d'arachide, on peut la chauffer jusqu'à 227 degrés. Alors que souvent, quand nous voulons cuire, on est à 100 degrés. Donc, ça veut dire que c'est
acceptable. Cette huile-là, elle peut être chauffée. D'accord. Lorsque nous prenons l'huile de soja, son point de fumée, c'est 232. Ça dépasse déjà les 100 degrés de cuisson. L'huile de sésame, 210. L'huile de coton, 216. L'huile de palme est à 240. Malgré qu'elle soit riche en matière grasse saturée. Donc, le choix de l'huile va dépendre aussi de ce paramètre de point de fumée. Il faut aussi en tenir compte lorsque vous voulez faire le choix. Mais combien de personnes dans nos campagnes pourront faire, à quel degré cette huile-là peut être chauffée. Voilà. Donc, quand nous qui avons peut-être la chance de connaître ces informations-là sur ces huiles, on en parle et qu'on indique telle huile, il faut qu'on en prenne conscience. Il ne faut pas qu'on banalise ça et qu'on tienne compte de cela pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir maintenir sa santé. Nous prenons l'huile de noix de coco, par exemple. Déjà à 177 degrés, elle est détruite. Comparativement aux autres qui sont à 200, 200, 200, 200, elle autre, à 177 degrés déjà, elle est détruite. Donc il y a plusieurs paramètres déjà qui la déclassent. Voyez-vous, il y a plusieurs paramètres déjà qui la déclassent. Pour la conservation, ou bien la conservation des valeurs nutritionnelles de ces huiles-là, il y a d'autres paramètres qui sont en jeu. Nous avons le nombre d'usages de l'huile. Il ne faut pas la réutiliser. Au plus 2 fois une huile réutilisée, c'est bon. Nous avons le temps de cuisson. Il ne faut pas laisser l'huile sur le feu longtemps. Justement, à quelle température doit-on chauffer l'huile? Souvent, pour nos cuissons que nous faisons ici, qui ne sont pas des cuissons industrielles, c'est à 100 degrés que nous faisons nos cuissons. À 100 degrés, pour que ma maman qui est au village comprenne bien, à 100 degrés. Oui. Si on prend l'eau, si l'eau veut bouillir, c'est lorsqu'elle atteint 100 degrés que ça commence par bouillir. Lorsque nous prenons l'huile et on met dedans, vous la mettez sur le feu, et à un moment donné, vous mettez de l'oignon frite ou bien du colico de l'oignon, et que ça commence par bouillir, elle est déjà à température acceptable pour être utilisée. Autre paramètre, la conservation. Dans la conservation, nous en viendrons. Voilà. Donc, on tient compte de la conservation, on tient compte de l'odeur, on tient compte de la façon dont l'huile mousse. Il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu par rapport à la conservation des valeurs nutritionnelles. Ouais. Donc, si on vous comprend bien ce soir, ma maman qui met l'huile au feu, quand ça commence par bouillir, c'est déjà bon. Et pendant combien de temps ça peut rester au feu? Oui, nos huiles, nos manières de cuisson ici ne dépassent pas généralement 100, 150. Donc, c'est acceptable. Ça peut rester sur le feu pendant au moins 10-15 minutes, le temps de frire le poisson, de frire la viande, de frire le colico. Pas plus. Pas plus. Mais vous allez voir l'huile dans laquelle on est en train de frire l'igname. Dès que la première couche d'igname est cuite et qu'on enlève, on met encore une autre. Donc, le temps de cuisson continue. Ça peut faire plusieurs heures sur le feu. Non et non. Cette huile n'est plus conseillée à préparer ou bien à continuer, pas cuire cette igname-là, pas cuire cette patate-là, pas cuire ce beignet, cette galette. Non et non. Il faut savoir arrêter la destruction de l'huile pendant que vous êtes en train de cuire. D'accord. Nous sommes en train justement de parler des conséquences néfastes de l'huile, ou bien ce que l'huile peut avoir comme conséquences néfastes sur la santé. Et au début de cette émission, quand vous étiez en train de décrire le processus de production de nos huiles végétales qui sont sur le marché, vous avez cité aussi les produits toxiques pour la santé. Vous qui êtes un spécialiste en contrôle, hygiène et alimentaire, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Si vous savez très bien qu'il y a de ces produits sur le marché, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Nous faisons beaucoup plus la sensibilisation. La sensibilisation, l'information. Tel qu'on est en train de le faire sur ce plateau, c'est l'un de nos rôles. Mais il faut qu'on nous invite pour qu'on vienne
parler. On ne peut pas se lever et venir dire à la TVT, ouvrez-moi votre caméra et mettez-moi sur votre plateau et puis je vais parler de si, non. Il faut que les journalistes spécialistes en santé abordent ceux qui sont spécialistes de tel domaine pour qu'on puisse venir en parler. Donc déjà, je remercie la TVT pour cette occasion qui nous est offerte pour sensibiliser la population sur les corps gras, sur les huiles, celles qu'il faut manger, celles qu'il faut éviter. Donc la sensibilisation, l'information à la population, ça fait partie de nos rôles régaliens. Ce n'est pas seulement par la télé, la radio et par les autres réseaux sociaux, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Lorsque nous abordons certains thèmes sur nos pages Facebook, TikTok et autres, mais c'est de l'engouement, les gens sont intéressés. Et les détails que nous donnons, les sensibilisations que nous faisons, ça fait que beaucoup prennent conscience de ce qu'ils ne doivent pas faire et corrigent les tirs. Mais en dehors de tout ce que nous faisons, il y a les pressions. Il y a les pressions. Lorsque les huiles viennent en conteneur, en bateau, avant qu'elles soient déversées sur le marché, elles subissent, ou bien elles devraient subir des contrôles. Contrôle qualité. Qualité, forcément. On devait vérifier la qualité de ces huiles-là. On devait vérifier le taux de ces composants ou bien ingrédients qu'on ajoute pour la transformation. Est-ce qu'il n'y a pas de résidus dans l'huile qui est arrivée? Est-ce que cette huile-là, elle ne contient pas beaucoup d'acides gras saturés? On doit vérifier tout ça avant d'apposer la ceinture pour laisser cette huile-là rentrer sur le territoire. Combien de structures nous avons qui sont capables de vérifier l'hexane dans l'huile, de vérifier la soude caustique dans l'huile, de vérifier l'acide phosphorique dans l'huile, de vérifier, si. Donc, il y a du boulot pour le ministère du Commerce. Il y a du boulot pour le ministère de la Santé. Je sais que beaucoup de choses se font, mais on doit encore être plus regardant dans ce qui est importé, dans tout ce qui est denrées qu'on importe et qui sont des denrées potentiellement à risque pour notre population. Et que les gens cessent d'intimider, d'influencer lorsque nous abordons certains thèmes sur les médias. Les intimidations, les harcèlements qui viennent après les émissions, ça décourage le spécialiste qui vient en parler. Ça décourage celui qui se dit « je vais sauver la population », ça les décourage. Certains qui sont à certains postes, des gens perdent leur poste après des émissions. Les gens perdent leur poste. Ou bien vous êtes inspecteur, vous êtes envoyé sur le terrain pour faire un travail dans ce domaine, mais on va tellement vous taper sur les doigts que le stylo ou bien le cachet que vous voulez poser, vous allez avoir peur, vous allez regarder votre famille, regarder votre poste et vous faites ce qu'on veut que vous fassiez. Donc il y a plusieurs paramètres, plusieurs points critiques qui font que le travail n'est pas bien fait. Il faut que ça cesse. On a bien envie de faire plus que ça, mais après tout, quand on avale la salive, elle est douce. Donc la vie elle-même, on veut préserver nos vies. Et on se calme, on se tait, on regarde les choses se passer. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et à continuer, dans ce sens, à continuer par informer la population sur les bons gestes ou les bons comportements adoptés pour rester toujours en bonne santé. Alors, vous étiez en train de nous dire que la réutilisation des huiles, la réutilisation elle est néfaste pour la santé. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur notre bien-être? L'huile. Parce que nous le faisons au quotidien. Oui, bien sûr, on réutilise les mêmes huiles. Voilà. Et ça dégrade davantage l'huile qui pourrait être déjà une bonne huile que vous auriez choisie dès le départ. Lorsque vous la réutilisez, sur le plan nutritionnel, vous n'avez plus rien dedans. Il n'y a plus de vitamines A, B, D, E, K, vous n'en avez plus. Donc, il ne faut plus compter sur les vitamines lorsque vous réutilisez votre huile. En dehors de ça, il y a les hydrocarbures qui commencent par se former dans ces huiles réutilisées. Les hydrocarbures qui commencent par se former. Et donc, les radicaux libres qui accélèrent le processus de vieillissement apparaissent.
Et vous qui consommez l'aliment qui est frit ou bien cuit dans ce genre d'huile-là, vous allez vite vieillir. Lorsqu'on prend les gens de votre génération, vous serez le plus vieux parmi ceux-là. Vous serez le plus maladif parmi ceux-là à cause de votre alimentation. Donc, à chacun de sensibiliser sa femme, ses enfants sur le nombre de fois qu'il faut utiliser une huile et pendant combien de temps cette huile-là peut aussi faire sur le feu. Nous avons donné toutes ces informations-là tout à l'heure. Il faut que chacun veille aussi sur le type d'huile qu'il va amener à la maison. Il ne faut pas voir le pouvoir d'achat et aller se faire acheter n'importe quoi et ramener à la maison et espérer que la dame qui est à la maison va faire maintenant du miracle pour transformer cette huile-là en bonne huile. Ce n'est pas possible. Tous ces choix-là, ça dépend de celui qui est allé pour faire l'achat. Nous, les papas, ou bien ceux qui remettent les frais de popote, il faut tenir compte de la qualité de ce que madame ira acheter au marché et augmenter un peu les moyens pour la dame pour qu'elle puisse acheter ce qui est de qualité et venir et nous faire cuisiner. Surtout que tout coûte cher maintenant. Tout coûte cher maintenant. Et là, celui qui va sortir l'argent, lui va dire, et lui, qui va lui augmenter ça? On sait de grâce. Voilà, de grâce. Donc on revoit un peu les fiches de paye encore davantage. Et puis, on se portera beaucoup plus mieux. D'accord. Alors, Monsieur Mathieu, le choix des contenants de nos huiles aussi est important, surtout en ce qui concerne la couleur. Ah oui, ah oui. Les contenants des huiles doivent être des bouteilles teintées. Quand nous prenons la bouteille de bière, elle est teintée. La bouteille de l'huile d'olive, par exemple, quand vous la prenez, elle est teintée. On ne doit pas garder l'huile dans un flacon transparent. Non. Ça détruit les matières qui sont à l'intérieur. Les rayons solaires? Les rayons solaires. Les lumières, les rayons des lampes aussi détruisent l'huile qui est à l'intérieur. L'huile qui est à l'intérieur. Et on ne doit pas aussi laisser de l'air dans les flacons d'huile. Si vous voulez mettre de l'huile dans un flacon, il faut en mettre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'air dans le flacon. Sinon, ça va accélérer le processus d'oxydation de votre huile. Donc, l'huile va être contenue dans une bouteille en verre, de préférence. S'il n'y a pas de bouteille en verre, alors là, vous pensez à la bouteille en plastique. Nos aïeux et autres au village, c'était dans les calebasses. Des matières inoxydables, des matières qui ne vont pas laisser les transferts d'ingrédients du contenant vers le contenu. Ou dans les bassines, avec couvercle. Avec couvercle. Et quand on veut aller utiliser, on puise un peu, on referme rapidement pour éviter que l'air oxyde le contenu. Donc, il faut tenir compte de la matière qui va contenir, de la couleur qui va contenir, et maintenant, pas beaucoup d'air dans ce contenant-là. Ça va réduire le processus de dégradation de l'huile. Et le temps de conservation d'une huile, c'est 3 mois à 6 mois, pas plus. L'huile peut être encore jolie n'importe comment. Après 6 mois, il faut la détruire, il faut la jeter. Sinon, vous allez consommer de n'importe quoi. Alors, quelle est la quantité d'huile à consommer? Quelle est la quantité indiquée pour chaque type de personne, selon qu'on soit enfant, adulte ou senior? Les adultes et les seniors, c'est 2 à 4 cuillères à soupe. Ça fait 20 et 10 à 20 millilitres. Par jour? Par jour. 10 à 20 millilitres, soit à raison de 2 cuillères le matin, 2 cuillères le soir. Et c'est la cuisson et l'assaisonnement réunis. La cuisson et l'assaisonnement réunis, ça ne va pas dépasser 2 cuillères à soupe. Alors, on ne dit pas que chaque matin, il faut puiser 2 cuillères à soupe d'huile et boire. Non. Le repas qui vous est servi, si c'est du poisson, il ne faut pas que la chair du poisson s'imbibe de beaucoup d'huile. Il ne faut pas que la viande elle-même soit riche déjà en graisse, qu'on la fasse frire et qu'il y ait encore beaucoup de quantité d'huile que vous allez encore consommer. Il ne faut pas que la sauce soit très riche en huile. Il ne faut pas que l'omelette soit très riche en huile. Il ne faut pas ajouter après maintenant de la mayonnaise, ajouter du beurre à table
faut augmenter la quantité de matières grasses. Nos beurres aussi sont néfastes alors. Hey. Les beurres sont à 68% riches en acides gras saturés. Tous? 68% minimum en acides gras saturés. C'est dangereux. Il faut savoir utiliser juste une petite quantité, peut-être pour augmenter le goût, ou exhauster le goût de votre repas. Et puis, on s'en passe. Mais vous allez voir chaque matin, pour le coup bota. Et puis, on fait un gros pavé de beurre dans chaque tranche. Et après, on retourne et puis on commence à manger. Non. Et puis, on habitue les enfants avec ça dès le bas âge. Et ils vont grandir avec ça. Quand ils vont avoir 50 ans, 60 ans, vous ne serez plus là pour gérer les dommages que vous avez causés à vos enfants. Vous ne serez plus là. Ils seront seuls face à leur sort que vous leur avez jeté. D'accord. Je suis Mathieu. Plusieurs huiles et produits déversés sur nos marchés ne sont pas toujours de bonne qualité. Il savait alors être très vigilant dans le choix que nous opérons dans l'achat de ces huiles. Notre santé en dépend. C'est le message à retenir de ce dernier sujet. Surtout, gomme, nous, ça a chinois, au moment où on a chanté liquidé dans la bague. Il y a un coup de doigt, il y a le bébé. Parce que nous sommes là, pour rester en bonne santé, c'est vrai qu'il y a, sur le marché, il y a plusieurs types d'huiles qui sont déversées. Hein, et il y a de plus en plus d'huiles qui sont abordables en prix, en termes de prix aux populations. Et leur recommander quelque chose maintenant, c'est d'abord leur souhaiter d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir s'approprier les huiles là, parce que même l'huile d'arachide là aujourd'hui, il faut avoir un peu de sous pour se la procurer. Par contre, les huiles qu'on voit sur le marché, même avec, aujourd'hui avec la cherté de vie, celle qui coûtait 25 francs hier, vous l'achetez à 100 francs, 150. Je pense que les gens vont se ruer vers ce type d'huile. Ce qu'il faut quand même leur conseiller, c'est qu'il faut leur dire de s'approprier ces huiles-là qui sont bio. Souvent, les femmes utilisent plusieurs fois les mêmes huiles pour frire les poissons qu'on aime bien manger avec du com, pour frire bien de choses, du colico qu'on aime bien manger au bord des routes. Mais c'est cancérigène ça. Quand vous utilisez ces huiles-là une seule fois, je pense que ça va comme ça, il ne faut plus la réutiliser. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de cuire. Souvent en Afrique, on prend beaucoup de temps, mais on perd comme ça les nutriments. Donc moi, mon souhait, c'est que Dieu nous aide à avoir les moyens nécessaires pour pouvoir nous procurer les huiles qui vont nous apporter plus de santé. Voilà. Togo du coin, pour le gouvernement, nous subventionnons. Il y a des amis, le Togo du coin. Village me 10 000 quand vieux Tomouni et bien amigero les némisiens on veut blana les miabe hunkaome qui hunkawa tuna et mi va les hodovo donc et bien mi les gens yo vonemio mi les azimio mais miabe se soigner be yo vonemia et yo vode oele vo bobo to ole wo le fie ole 3 silenti le non me vovo me c'est belé que egbepo ole da sorabio na mi vovo et nganye deku et den tobe sorabio wa ne kwa mi o cha ole won ka to kuku de me anya npo be mi azan nya be consommer local e la do mi aji e mi ngba so nku me kokoso dote ne mi apasa yo vodo ne mi alo gere dolele vovovo mo mi on to mi adebenu onye nu local ke mi ate no zan tanya conseil obe mi atro gbova ahwe juke mo jimi la mi azaju ame benu. Voilà, Monsieur Mathieu, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi avec moi le dernier sujet. Quel est votre avis? Le dernier sujet a fait ressortir beaucoup les informations capitales sur l'utilisation, sur la conservation, sur le choix des huiles. Et je vais tout de suite dire que il faut permettre aux populations d'avoir accès aux bonnes huiles. Maintenant que certaines personnes ont l'information, d'autres les avaient déjà,
Mais on a dit tout à l'heure que le coût de l'huile d'arachide, par exemple, fait qu'on ne fait pas son achat et qu'on évite. Alors, si on permet à la population de produire beaucoup d'arachide et qu'on a beaucoup d'huile d'arachide, je pense que le prix sera cassé et beaucoup vont avoir accès à ça. Si la population a beaucoup d'huile de soja, le prix sera cassé. Alors, je sais qu'on produit beaucoup de soja au Togo, mais exporté. On n'en profite pas localement. On produit de l'huile de coton au Togo, mais exporté. L'huile d'arachide, ce n'est pas déjà assez exporté, mais son coût pose problème. En classement, si vous le permettez, je vais donner les 6 huiles les plus représentées sur le territoire. Je vais donner leur classement en matière d'utilisation. Nous avons l'huile d'arachide qui vient en premier. L'huile de soja qui suit, qui est presque ex aequo avec l'huile d'arachide. Et les mêmes que l'huile d'olive? Bien sûr, avec les mêmes quantités d'acides gras normaux que l'huile d'olive. L'huile d'olive a jusqu'à 85% d'acides gras acceptables. L'huile d'arachide, 80%. L'huile de soja, 80%. Donc, ces 2 huiles locales sont proches de l'autre huile qui est importée et qu'on fait passer devant les nôtres. Non, nous avons aussi de bonnes huiles locales que nous pouvons utiliser. Donc, huile d'arachide, huile de soja, huile de goussi. Huile de sésame. Huile de goussi. Et maintenant, on va avoir l'huile de palme, l'huile rouge qui vient en 4e position. L'huile de palmiste qui est ex aequo avec l'huile rouge. Et en dernière position, l'huile de noix de coco. En dernière position, c'est lorsque vous n'avez pas les autres huiles que vous allez en faire usage. On ne produit pas encore l'huile de maïs chez nous? Huile de maïs, non. Huile de riz, de riz, non plus. Tournesol, tout ça là, on n'en produit pas encore chez nous. En dehors de ça, il faut avoir au moins 3 types d'huile chez vous. Dans sa cuisine? Oui. Il ne faut pas avoir une seule catégorie d'huile chez vous. Un peu d'huile d'arachide, un peu d'huile de soja, un peu d'huile rouge. Parce que l'huile rouge contient quand même aussi un peu de nutriments. Voilà. Donc, il faut avoir les 3 catégories et en faire usage de façon alternée. Il ne faut pas utiliser la même huile toute l'année ou bien tout le mois. Non, il faut alterner. Un peu ceci aujourd'hui, un peu le demain. Là, vous allez tirer profit de différents constituants qui se trouvent dans l'autre et qui manquent de l'autre côté. Vous allez en tirer profit. Voilà. D'accord. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Mathieu, nous avons beaucoup parlé ce soir des huiles. Qu'est-ce que la population doit retenir sur les huiles, sur tout ce que nous venons de dire ce soir? Quel est le message clé? Le message clé, c'est le choix de l'huile. Si vous choisissez la bonne huile et que vous l'utilisez bien, vous allez tirer profit. Donc, il faut choisir les huiles qui sont moins chargées en acides gras. Il faut choisir les huiles les plus résistantes à la chaleur. Il faut choisir les huiles qui peuvent être conservées entre 3 à 6 mois. En dehors de ça, il faut préférer les huiles locales et surtout celles qui sont pressées à froid. Avec ça, nous allons mieux profiter des valeurs nutritionnelles que nous recherchons dans nos huiles. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Merci pour toutes ces belles informations que vous nous avez données ce soir, ces informations qui vont justement profiter à toute la population. Merci d'être aussi passé sur le plateau de Santé d'abord. C'est un plaisir pour nous et à bientôt. À très bientôt, nous espérons vous revoir sur ce plateau pour d'autres sujets santé. Mesdames et messieurs, c'est fini pour Santé d'abord de ce soir, de ce premier numéro de l'année 2023. Restons en bonne santé. Bonne année à tous. Merci à toute l'équipe de Santé d'abord. Merci à tous ceux qui ont contribué à la production ou à la réalisation de cette émission. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.